Vous avez certainement entendu parler de l'histoire de cette jeune Camerounaise qui s'est faite expulser du Canada parce qu'elle n'a pas respecté certaines règles d'immigration en tant qu'étudiante. C'est une histoire qui a circulé sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, un peu partout. Et même le gouvernement canadien s'est prononcé par rapport à cette question. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de ça pour savoir qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, comment elle aurait dû s'y prendre et comment est-ce que certains étudiants qui peut-être sont dans sa position peuvent faire pour éviter de tomber dans ces problèmes-là. Je voudrais déjà dire merci à toutes les personnes qui ont signé la pétition qui a été introduite en faveur de cette jeune dame. Je crois vraiment que grâce à cette pétition, le gouvernement a été saisi et les autorités canadiennes se sont prononcées par rapport à la question de la jeune fille. Et dans cette vidéo, on va un peu voir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté ou alors ils n'ont pas autorisé cette jeune fille de rester sur le territoire canadien malgré tout ce qui a été dit et malgré toutes les supplications venant même des entreprises. Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Vous devez savoir que ceci est une édition spéciale parce que je serai accompagnée de Monsieur Emmanuel avec qui nous allons faire la conversation, faire le débat par rapport à cette question. À tout à l'heure. Alors bonjour Monsieur Emmanuel, comment vous allez? Alors vous êtes un jeune étudiant sorti des universités canadiennes et vous allez nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé avec le cas de Rose Eva. Donc bonjour tout le monde. Donc comme Marthe a précisé précédemment, je suis un ancien étudiant ici à Montréal. Donc j'ai fini ma formation et actuellement je travaille. Donc, je suis un peu passé par cette procédure que Rose a connue et on profite donc de cette situation pour essayer de passer un message. Donc, la première chose que je vais d'abord quand même dire, c'est que vraiment je compatis beaucoup à cette situation. Venir au Canada pour étudier, surtout pour un ressortissant de l'Afrique, c'est vraiment un gros sacrifice, c'est un gros investissement. C'est beaucoup d'argent qui sont sortis et quand ce genre de choses arrive, c'est un projet de vie qui est un peu touché, qui est assez touché. Donc, on espère beaucoup qu'elle pourra revenir ici. Je pense qu'on lui a donné 1 an, si je ne me trompe pas, pour pouvoir avoir le droit de revenir au Canada. Donc, on va sans plus tarder, on va rapidement aller aux questions et je vais poser la première question à Marthe, qui est de savoir... est-ce que tu peux nous parler, toi qui as suivi cette histoire un peu sur les réseaux sociaux, tu as un peu suivi les informations, même le gouvernement canadien s'est prononcé sur ce cas, on a eu le parlement au niveau du Parlement, il y a eu des questions qui ont été soulevées sur ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? C'est quoi l'histoire de Rose? Comment ça a commencé? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé avec le cas de Rose Eva, il faut juste savoir que c'est une jeune étudiante camerounaise qui a commencé les études déjà à l'université du Cameroun et ensuite elle a immigré en tant qu'étudiante au Québec. Donc lorsqu'elle est arrivée au Canada, elle avait un permis d'études et son permis d'études expirait le 31 mars 2020. Cependant, la jeune étudiante a fini ses études plutôt en septembre 2019. Ce qui veut dire qu'elle était tellement intelligente, comme nous le disent les réseaux sociaux, elle était tellement intelligente qu'elle a fini son programme avant la date normale du programme. Mais le problème se trouve où? Le problème se trouve que lorsqu'elle finit ses études, avant la date normale de la fin du programme et la fin de son permis d'études, elle continue à faire ses petits boulots comme elle le faisait auparavant. Cependant, elle est en train de commettre un délit d'enfreindre la loi. Pourquoi? Parce que la loi stipule que ton permis d'études te permet de travailler lorsque tu fais encore ton programme d'études. Ça veut dire que si tu finis ton programme d'études, directement, ton permis d'études ne te permettra plus de travailler. Si tu dois continuer à travailler, tu dois changer de statut et prendre un permis de
travail. Donc, dans le cas d'espèce, la jeune fille, elle ne connaissait pas cette ambiguïté au niveau de la loi. Et c'est là où tous ces problèmes commencent. Parce qu'à un moment donné, quand elle finit sa formation, elle continue son petit boulot, mais à un moment, elle trouve le travail dans son domaine d'études. Ça veut dire quoi? Dans le domaine de la programmation informatique. La formation pour laquelle elle est venue au Canada et pour laquelle elle est allée dans les universités canadiennes. Donc, lorsqu'elle trouve ce boulot auprès d'un employeur et tout, c'est un employeur qui lui propose un travail à plein temps. Donc, pour qu'elle puisse donc accéder à ce métier, à ce travail à plein temps, cette position à plein temps, il lui faut un permis de travail. Donc, l'employeur l'envoie donc faire le permis de travail. Et c'est à ce moment que, je ne sais pas conseillée par qui, elle décide d'aller, elle utilise une des stratégies qui existent, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs stratégies qui existent ou bien plusieurs procédures qui existent pour changer de statut. Donc, elle va donc faire ce qu'on appelle le tour du poteau pour pouvoir avoir le nouveau statut. Et c'est là où tout commence à basculer dans sa vie, quoi. Ok. Donc, on comprend un peu ce qui s'est un peu passé. Donc, dans ton explication, il y a beaucoup de choses qui sortent. D'abord, tu parles de tour du poteau. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le tour du poteau? Alors, comme je disais, il y a des stratégies, il y a des procédures qui permettent de changer de statut. Vous savez, l'immigration du Canada est tellement bien organisée qu'il y a des statuts qui vous permettent de faire certaines choses, qui vous donnent certaines prérogatives sur le territoire et d'autres qui ne le font pas. Alors, pour quitter d'un statut à un autre, vous avez la possibilité d'introduire une demande via le site de l'immigration canadienne qui est CIC, ou alors de faire ce qu'on appelle le tour du poteau qui consiste à sortir du territoire et à rentrer dans le territoire avec un nouveau statut. Donc, quand vous passez par cette procédure-là, généralement, vous pourrez ou pas être interrogé par les agents d'immigration. Mais je voulais savoir donc quel est l'intérêt de faire le tour du poteau et de faire la demande en ligne. Quel est l'avantage de l'un et l'autre? Alors, plusieurs personnes préfèrent faire le tour du poteau par rapport à la demande en ligne, surtout par rapport au délai de traitement du dossier. La demande en ligne en elle-même, en ce qui concerne le cas d'espèce où nous parlons du permis de travail, dure 3 mois environ. Donc, jusqu'à présent, les délais sur le site disent que ça va mettre 3 mois. Cependant, le tour du poteau, c'est un peu comme instantané. Ça veut dire quoi? Quand vous sortez du territoire et que vous rentrez du territoire, ça se fait le même jour, à l'espace d'1 heure ou 2 heures, par exemple. Donc, à l'instant où vous réentrez dans le territoire, vous changez directement de statut si vous remplissez les conditions déterminées par la loi. Il y a aussi quelque chose que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, et toi qui as fait droit, tu vas me dire si c'est pertinent de parler de ça. J'entends beaucoup de gens dire nul n'est censé ignorer la loi. J'entends beaucoup ça, j'entends chaque fois nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je n'ai pas fait droit, je sais que tu as fait droit, mais quand on me montre un livre où il y a toutes ces lois-là, c'est des gros livres où il y a plein de choses. Moi-même qui a été étudiant, il y a tellement d'alinéas. Son cas d'espèce, c'est un alinéa parmi tant d'autres. Parfois, il y a tellement un amas d'informations que facilement tu peux te perdre à l'intérieur. Et aussi, surtout pour nous qui venons d'Afrique, c'est pas toujours facile. Parce que nous, on ne connaît pas vraiment ce genre de choses. C'est pas trop comme ça que ça fonctionne. Mais quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, est-ce que c'est quelque chose qui est tellement pertinent? Est-ce que de manière pratique, c'est pas juste une façon que pour les gouvernements qui utilisent ça, de se dédouaner, de dire ok, nous on se protège et vous débrouillez-vous? C'est vrai que lorsque le législateur dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est vraiment pour se protéger en fait. Parce qu'une société est régie par des lois. Lorsque le législateur dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est en fait pour protéger la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'une société est régie par des droits, est régie par des règles à respecter. Donc c'est à chacun selon sa circonstance, selon sa situation, de chercher toutes les règles qui gouvernent sa situation. Et lorsque vous êtes en train d'enfreindre une des règles, le législateur a le droit de vous punir. En fait, le droit a le droit de vous punir, en fait. Donc, par rapport au cas d'espèce, c'est vrai que on a suivi le Trudeau qui allait également dans ce sens en disant que nul n'est censé ignorer la loi. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux incriminent la jeune dame en disant qu'elle aurait dû savoir que pour sa situation, lorsqu'elle finit ses études, elle doit aller
renouveler son permis, chercher à avoir un permis de travail. C'est vrai, d'accord? Mais même les avocats canadiens disent que la loi canadienne est extrêmement complexe, comme les lois dans d'autres pays, qui font en sorte que tout le monde ne peut pas tout savoir. Et des fois, c'est dans certaines situations qu'on se retrouve confronté à des problèmes et on cherche la bonne information. Et vraiment, lorsqu'on regarde le cas d'espèce de la jeune fille, c'est vraiment triste de voir qu'une très bonne étudiante, une bonne élève, une bonne immigrée aussi, parce que s'il faut regarder sa vie et tout, on n'a pas entendu dire qu'elle avait un casier judiciaire, on n'a pas entendu dire qu'elle avait commis des délits en fait sur le territoire ou même ailleurs. Donc vraiment c'est un potentiel ou bien c'est un profil qu'on aimerait avoir sur le territoire, qu'on aimerait avoir n'importe où, même dans les entreprises. Mais voir qu'elle se retrouve devant cette situation, ça fait vraiment mal. Donc, après avoir suivi tout ce que tu as dit, j'ai une autre question qui me vient tout de suite. J'aimerais savoir, dans cette histoire, est-ce que tu comprends vraiment la décision de l'immigration sur ce cas-là? Pour ceux qui ne savent pas où en est la situation, il faut savoir que lorsque la dame est allée autour du poteau, l'immigration lui a signifié qu'elle devait quitter le territoire. Donc la date qu'on lui a donnée pour quitter le territoire, c'était le 27 janvier. Donc, au soir du 27 janvier, effectivement, nous avons tous vu qu'elle a quitté le territoire canadien. Alors, la question de savoir si je comprends la décision du gouvernement, je dis oui, je la comprends. Mais avant de dire que je la comprends, avant de vous expliquer pourquoi je comprends la décision du gouvernement, je dirais d'abord que je compatis à sa douleur, je compatis avec toute sa famille, de voir une famille qui a dépensé beaucoup d'argent pour envoyer leur fille au Canada pour étudier, une fille qui est un modèle, qui inspire énormément de personnes, et voir que pour juste l'ignorance, elle se voit expulsée du Canada. Je compatis avec toute la communauté canadienne, toute la communauté africaine. Nous avons signé des pétitions, nous avons partagé des pétitions pour bousculer le gouvernement, mais malheureusement, ça n'a pas donné l'effet qui était escompté. Cependant, de l'autre côté aussi du point, et ici je vais vraiment parler comme une juriste pour dire que je comprends aussi le gouvernement canadien dans la mesure où c'est de leur responsabilité de faire respecter leurs lois. Malheureusement ou heureusement, ce cas a été extrêmement médiatisé. Ça veut dire que de l'autre côté aussi, la décision qui allait être prise allait devenir une force de loi, ça allait rentrer comme une sorte de jurisprudence. Ça veut dire quoi? Si le gouvernement canadien décidait que, ok, parce que vous avez beaucoup pleuré, on décide que la fille reste finalement au Canada. 2 semaines après, ou bien 1 mois après, ou même dans 2 ans après, si un autre étudiant se retrouve dans la même situation et qui dise « Oh, en fait, je ne savais pas, je n'avais pas la bonne information », eh bien, les avocats pourront dire au tribunal que, écoutez, il y a déjà eu un cas comme ça et voilà comment on a réagi. Ça fait force de loi, prenez la même décision, laissez la personne passer parce qu'elle ne savait pas. Vous voyez un peu? Donc, parce que quand vous avez suivi l'intervention de M. Trudeau, vous comprenez que son souci, c'est de vraiment faire comprendre aux gens que le gouvernement canadien a des lois qu'il faut respecter et il se base de ces lois pour prendre des décisions, quoi. Le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, Roseva est un exemple criant du fait que le Québec devrait avoir un droit de veto sur les expulsions d'immigrants. Le Québec a besoin de Roseva. On ne peut pas se permettre de perdre une femme qui a étudié chez nous, qui est qualifiée, qui est formée en français, qui veut travailler en région dans un domaine d'expertise qui répond expressément aux besoins de chez nous. Les entreprises se l'arrachent, Monsieur le Président. Si rien n'est fait, Roseva quittera ce soir à 20h. Est-ce que le ministre de l'Immigration va suivre la volonté du Québec, utiliser son pouvoir discrétionnaire et permettre à Roseva de rester? Bravo. L'honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous allons toujours être engagés pour s'assurer que chaque cas soit évalué de manière impartiale et juste. Mais ça souligne à quel point c'est important d'avoir un système d'immigration qui fonctionne pour amener des gens de partout à travers le monde, pour bâtir à tous les jours une meilleure société pour tous. On sait que les immigrants amènent des opportunités économiques pour tous les Canadiens. Nous allons continuer de défendre l'importance de l'immigration, du pluralisme, du multiculturalisme et de ce respect que nous avons pour tous ceux qui veulent venir habiter, bâtir leur vie et travailler au Canada. Donc, je veux vraiment que les gens puissent comprendre aussi cet aspect-là. Donc, ils ont un message à transmettre à travers la décision qu'ils ont prise par rapport au cas de la jeune fille. Ok, merci beaucoup pour tes éclaircissements. Je voudrais aussi savoir, j'ai une petite question aussi pour toi. Donc, en fait, je pense que on arrive même au vif du sujet là maintenant. Concrètement, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire
qu'est-ce qu'elle aurait dû faire et qu'est-ce que les étudiants qui sont en train de finir leur cursus doivent comprendre et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ne pas se retrouver dans cette situation? Alors, on va encore revenir à la question de savoir qu'il fallait agir tôt, il fallait chercher la bonne information. J'aurais conseillé à quelqu'un dans ce cas, dans le cas pareil, de contacter par exemple par mail son école pour poser des bonnes questions avant la fin de son cursus, de contacter l'immigration par mail également pour poser les bonnes questions, contacter des avocats. Pourquoi j'insiste sur le mail? Parce que le mail fait preuve, constitue une preuve du genre, si plus tard il y a un problème, vous pouvez effectivement ressortir ces mails et dire que, écoutez, j'ai cherché la bonne information et voici ce que j'ai reçu comme information et c'est à base de cette information-là que j'ai pris des décisions. Donc ça, c'est l'une des choses. La deuxième des choses, c'est de dire que lorsqu'elle était à la fin de ses études, elle aurait dû, par exemple, intenter, si elle n'avait pas assez de temps, ou bien je ne sais pas quelle est la situation qu'elle traversait à ce moment-là, mais elle aurait dû introduire sa demande de permis de travail en ligne. C'est vrai, ça prend plus de temps, mais au moins ça lui donnait la possibilité de continuer à travailler. Parce que selon la loi, lorsque la demande de votre permis de travail est introduite en ligne, à partir du jour où l'immigration reçoit votre demande, parce que vous avez un accusé de réception, donc à partir du jour où vous avez cet accusé de réception-là, vous pouvez déjà commencer à travailler. Parce que, bon, voilà quoi, c'est un peu comme si vous allez recevoir un permis de travail, un peu comme avec un effet rétroactif. Donc, ça, c'est au moins l'avantage de postuler en ligne. Mais malheureusement pour elle, et ça revient encore à la bonne information et au conseil, je ne sais pas où elle a eu son conseil, malheureusement pour elle, lorsqu'elle s'est posée, elle était devant le problème, elle a choisi d'aller autour du poteau. La situation, et le tour du poteau, pour moi, c'est vraiment un recours très tranchant parce que ça peut bien aller comme ça peut mal tourner. Donc, elle a choisi cette possibilité, je me dis, parce qu'elle voulait avoir une réponse beaucoup plus rapide, elle voulait accélérer la situation. Et malheureusement encore, elle est tombée sur un agent peu compatissant. Parce qu'il faut savoir que, en ce qui concerne l'immigration, ça dépend aussi souvent de l'agent que vous rencontrez. Il y a des agents qui ne vous poseront même pas des questions, qui vont se contenter de ce que vous leur présentez et puis votre cas va passer en quelques secondes. Mais il y en a qui vont creuser, qui vont poser des questions, qui vont fouiller même. On a souvent eu des cas des personnes comme ça qui arrivent au niveau de la frontière et on leur demande, est-ce que vous avez travaillé? Ils disent non, j'ai pas travaillé et on leur demande, est-ce que vous pouvez sortir votre téléphone et nous allons fouiller le téléphone. Et lorsqu'on fouille le téléphone, on rentre dans la messagerie, on se rend compte qu'ils ont envoyé un message disant « je vais au travail, je suis rentré du travail » ou bien « je travaille à telle heure ». Et ce qui fait preuve qu'effectivement, ils n'ont pas dit la vérité et ils sont incriminés par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle on est revenu encore sur le cas de Rose Eva pour dire qu'elle a été extrêmement honnête parce qu'elle aurait pu mentir. Elle aurait pu dire « non, j'ai pas travaillé », mais elle a été honnête. Elle a dit la vérité et la vérité lui a coûté cher. Ok, donc si je comprends bien, elle pouvait poser la demande en ligne et dès ce moment, elle pouvait commencer à travailler. Ça, c'est la première chose. Et ça, donc, elle pouvait aussi aller en même temps, pendant que la procédure de la demande en ligne se passe, elle pouvait aller faire le tour du poteau pour avoir le document plus rapidement. Mais je tiens aussi à préciser que une fois que c'est fait, parce que moi j'ai eu à faire ça, j'ai posé ma demande en ligne pour pouvoir commencer à travailler rapidement. Ensuite, je suis allé faire le tour de poteau et après j'ai demandé mon remboursement de la demande en ligne. J'ai annulé ma demande en ligne et j'ai demandé le remboursement et on m'a remboursé. Donc tu vois, tu gagnes sur tous les points. Et l'avantage c'est que ça te prend maximum 5 heures pour faire ça si tu dois réunir les documents. Donc c'est pas un gros travail, tu peux le faire très vite. Donc c'est quelque chose que les étudiants doivent penser dès aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Ok, maintenant je vais soulever une autre question qui est de savoir, ok, elle est rentrée aujourd'hui. Disons que quelqu'un est passé par la même situation, il est rentré au pays. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour pouvoir revenir rapidement? Rappelons qu'elle n'a pas le droit de revenir au Canada après 1 an. Elle doit passer 1 an maximum, minimum à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour pouvoir revenir rapidement après ces 1 an là? On connaît qu'il y a plusieurs procédures pour venir au Canada, mais chacune avait sa difficulté. Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire déjà pour pouvoir revenir rapidement?
Alors ça, c'est une très bonne question parce que plusieurs personnes disent, voilà, c'est un gâchis, elle a payé beaucoup d'argent pour étudier et voilà, elle va rentrer, c'est un gâchis. C'est pas totalement un gâchis, c'est vrai que la peine est de rester hors du Canada pendant au moins 1 an. Ça veut dire qu'elle ne peut pas rentrer dans le Canada, même étant visiteur ou bien sous permis de travail ou permis, en fait, quel que soit le moyen, elle ne peut pas rentrer au Canada. Mais après 1 an, elle peut revenir au Canada. Alors, elle a des atouts en ce qui concerne le fait qu'elle a étudié au Canada, elle a un diplôme canadien et elle a un diplôme dans une spécialité qui est très recherchée par les entreprises canadiennes. Ça, c'est fantastique. OK. À la question de savoir, est-ce qu'elle peut revenir au Canada et comment ça va se faire après que les 1 an soient épuisés? La réponse, c'est oui. Elle peut très bien revenir au Canada. Il lui suffit juste de faire une demande de permis de travail. Donc, il suffira qu'elle trouve une entreprise qui est prête à faire une procédure qu'on appelle l'étude d'impact pour prouver au gouvernement qu'il n'y a aucune autre personne sur le territoire qui est prête à faire le travail pour lequel on la recrute. Alors, l'ambiguïté sera vraiment de trouver cette entreprise-là qui va accepter d'aller vers ce parcours, de payer pour tout ce qu'il faut pour pouvoir subir ce parcours. Cependant, et ça c'est vraiment la bonne chose et j'espère qu'elle a pensé à ça pendant qu'elle était sur le territoire. Donc, si au préalable, avant de quitter le territoire, elle avait déjà obtenu ce qu'on appelle le CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec, ça fait en sorte qu'elle est exonérée de passer par la procédure de trouver un employeur qui va faire l'étude d'impact. Okay. Ça veut dire que si Rose Eva avait son CSQ avant de quitter le Canada, alors après 1 an, à partir du Cameroun, tous les employeurs qui l'ont contacté en lui disant « Ok, nous avons besoin de toi, viens vers nous et tout », tous ces employeurs-là, elle n'a qu'à contacter l'un de ces employeurs, il confirme qu'effectivement, il va la recruter et elle fait directement sa procédure de permis de travail sans problème. Cependant, si elle n'avait pas eu le CSQ avant de sortir du Canada, elle sera obligée de trouver un employeur qui va passer par la procédure de l'étude d'impact. Et à ce niveau, les chances sont un peu réduites. Voilà. Ok, donc je comprends un peu mieux ce qui se passe. Bon, je vais quand même un peu ajouter quelques petits éléments. Donc, si je comprends bien, elle pouvait donc faire son CSQ avant de partir du Canada. Bon, moi j'ai été étudiant. À l'époque où j'étais étudiant, l'étudiant peut faire son CSQ. Et déjà, quand il est en fin de formation, qu'elle a validé à peu près 80 ou 90% de sa formation, il a le droit de lancer sa procédure de CSQ et à l'époque ça ne me prenait pas de temps. C'est vrai qu'avec le nouveau gouvernement québécois ça a peut-être changé, je ne connais pas bien des informations, mais à l'époque ça prenait quoi, 2, 3 mois maximum, 4 mois, tu as ton CSQ et c'était quelque chose que tu faisais déjà même avant d'avoir fini ta formation. Donc sur ce, moi je pense qu'on a déjà soulevé beaucoup d'éléments. Je pense que ceux qui sont en train de passer par là, c'est ceux qui finissent la formation, ont de la matière pour savoir ce qu'il faut faire de manière concrète. Parce que parfois on dit non, il faut faire attention, mais on ne sait pas souvent il faut faire attention à quoi. Donc on a essayé de soulever certains éléments et voilà, Marthe a mis un peu son expérience et sa connaissance en droit et je pense qu'elle va conclure un peu l'interview. Alors la communauté des millionnaires, vous avez eu vraiment les éléments pour vous aider à comprendre le cas de Rose Eva. On compatit à sa douleur, on compatit à ce que sa famille traverse en ce moment et nous l'encourageons parce que elle est au Cameroun, c'est notre pays, c'est notre beau et cher pays. Il y a des opportunités au Cameroun aussi. Il y a des bonnes choses à faire au Cameroun et je crois vraiment que pendant cette période-là, ça va l'aider vraiment à savoir quelle est la direction qu'elle veut donner à sa vie professionnelle. 1 an, ça va très vite. 12 mois, ça va vraiment vite. Et après, elle pourra encore refaire une procédure au Cameroun. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. J'aimerais juste dire que je ne suis pas avocat en immigration, d'accord? J'ai fait des études de droit. Ça me permet, vous savez, quand tu passes par le droit, tu restes juriste à vie. Tu auras toujours cette graine-là de juriste. Donc, ça me permet juste d'avoir un regard juridique devant les situations et tout, et de pouvoir peut-être interpréter les situations de cet angle-là. Mais ça ne fait pas de moi un avocat en immigration. Je vous prie de ne pas me contacter pour les cas de l'immigration. Contactez les professionnels. Et surtout, on se retrouve à la Business Tour en Afrique
le rendez-vous des millionnaires, le rendez-vous des milliardaires, le rendez-vous des entrepreneurs. Donc, vous devez être à la Business Tour qui se tiendra au Cameroun à partir du 7 mars, ensuite au Gabon le 4 avril, en Côte d'Ivoire le 18 en Côte d'Ivoire le 18 avril et enfin au Sénégal le 25 avril. J'attends vous retrouver à ce moment-là. Au revoir et à très bientôt dans une autre vidéo.